Donc, voici ce qu'il y en est pour les bienfaits. Mais attention, il n'y a pas juste des bienfaits aussi à la concurrence, il y a également des méfaits ou des conséquences négatives, on pourrait dire. Entre autres, le fait que maintenant, on doit rivaliser au niveau international, c'est pas juste au niveau local, mais bien international. On assiste à des phénomènes de délocalisation d'entreprises, c'est-à-dire que des entreprises vont quitter des localités, des régions, même des pays, pour profiter, par exemple, de salaires moins coûteux à l'extérieur. Ça, là-dessus, il y a certains économistes qui vont s'entendre, qui vont affirmer, en fait, que c'est bien parce qu'on réussit tout de même un produit. Dans le fond, c'est les consommateurs qui en bénéficient au final. Mais il ne faut pas oublier que derrière les consommateurs, pour chaque consommateur, il y a aussi un travailleur. Donc, une conséquence de la compétition excessive peut engendrer de la délocalisation. Évidemment, ça peut entraîner un certain gaspillage de nos ressources naturelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, posez-vous la question, pourquoi on a besoin d'avoir 156 000 crayons de couleurs différentes alors qu'un seul crayon avec une mine dans le plomb, ça suffirait? Donc, le fait qu'on doit diversifier, produire différents types de produits fait en sorte qu'on va produire énormément de matières, pas de matières, mais plutôt de biens et services qui vont répondre certaines fois, même souvent, à un même besoin. Donc, on n'aurait pas nécessairement besoin de ça. Donc, c'est plutôt un luxe qu'on a versus une nécessité. Donc, il va y avoir un certain gaspillage. Vous allez certainement entendre parler également de obsolescence. Voilà, en tout cas, on a fait de même. Obsolescence programmée. Donc, sans être confirmé, on supposerait qu'il y aurait une diminution dans la qualité des produits pour inciter les consommateurs à en acheter davantage. Pensez à votre iPhone, entre autres, que je crois même que ça a été public et ça a été reconnu qu'au moment de mise à jour, ça fait jusqu'à ralentir. Sans le briser, ça ralentissait votre appareil. Notamment tout près de sortie de nouveaux produits. Ensuite évidemment, l'autre élément, c'est qu'on risque de ne pas exploiter des économies d'échelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est l'exemple que je pourrais vous donner, c'est imaginez une usine, donc mon petit carré noir, qui, elle, va produire, je sais pas moi, on va dire 6 voitures, par exemple. Eh bien, les économies d'échelle signifient, mais mettons une usine qui va coûter, on va compléter l'exemple, 10 millions de dollars. Puis, cette usine-là, parce qu'elle est en compétition avec d'autres usines qui valent 10 millions de dollars aussi, bien, ils sont contraints juste à produire 6 voitures. Ce qui veut dire que par voiture, même maintenant, je vais en rajouter, on va dire 10 voitures, là. On va rajouter 4 autres. Bon, ça veut dire que pour chaque voiture, ça vous coûte 1 million à produire. Mais la compétition, ici, ne serait pas bénéfique. À la place, ce qui serait plutôt intéressant, c'est d'éliminer la compétition pour finalement qu'elle, au lieu d'en produire 10, va en produire 20. Ce qui va faire en sorte que là, les coûts vont être réduits de moitié. Et ainsi de suite. Donc, l'idée derrière ce qu'on appelle les économies d'échelle, c'est de dire, c'est que ça, c'est mes coûts, ça, c'est la quantité que je produis. Plus j'augmente la quantité que je produis, plus mes coûts tendent à diminuer. L'exemple qu'on a au Québec, c'est Hydro-Québec. Avant la grande nationalisation, durant la Révolution tranquille, il y avait énormément de compagnies d'électricité de toutes sortes, souvent dominées par le patronat anglophone, ce qui fait en sorte qu'individuellement, ça coûtait très cher, très, très, très cher pour les consommateurs et pour les entreprises de produire. Imaginez que chaque entreprise possède un barrage. À la place, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé, on a racheté toutes ces entreprises-là pour finalement créer ce qu'on appelle Hydro-Québec aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on peut, au Québec, profiter d'économie vraiment très important. Et évidemment, la compétition va mener malheureusement à des comportements déviants, donc des comportements qu'on pourrait dire dont l'éthique est douteuse. Mais non seulement l'éthique serait douteuse, mais carrément illégale. On a des cas célèbres de fraude. Je pense que c'est Enron qui ça s'appelle, une fraude majestueuse qui a coûté des millions. Ça, c'est plutôt dans l'illégalité, carrément. Des dilemmes éthiques douteux aussi, ou par exemple, des vendeurs vont utiliser des techniques de vente bizarres. Donc, ça va mener à des comportements déviants. Pourquoi ça va mener à des comportements déviants? C'est que la quête du profit absolu, puis la compétition extrêmement forte, ça va mener les gens à adopter des pratiques pas correctes,
dans le but de tirer un meilleur profit. On a juste à penser à la crise financière de 2008. Là, ça, c'est vraiment, je vous dirais, donc le crash boursier de 2008, c'est vraiment le cas le plus typique où on avait les deux. On avait une pratique illégale, donc des gens qui vendaient, par exemple, des hypothèques à des personnes qui n'avaient clairement pas les moyens d'en acheter, donc illégal et éthique aussi. Il y a eu des cas de délit pas délit de fuite, mais de délit d'initié, donc des gens qui possédaient d'informations privilégiées qui en sont non servis. Donc, c'est ce genre de comportement-là que ça peut mener la compétition. L'autre exemple, là, on parlait du système économique mondial, mais par exemple celui des Américains, donc très, très, très douteux ici. En revanche, par exemple, le système bancaire canadien s'en est très bien sorti. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il n'y a quasiment pas de compétition. Donc, ils n'ont pas intérêt à prendre des risques inutiles pour faire de l'argent. Donc, il va y avoir plusieurs, mais on peut regrouper trois éléments qui vont affecter le degré de concurrence sur les marchés. On va voir le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs, la similarité avec les autres produits vendus, ce qu'on appelle l'homogénéité des produits et les barrières naturelles ou non à l'entrée. Bon, ici, ce qu'on veut dire, c'est plus il y a d'acheteurs et de vendeurs, plus la compétition va être féroce. C'est logique. Si vous allez dans un marché où il y a une seule personne qui vend des fraises, attendez-vous à payer plus cher que si vous allez à un marché mondial des fraises où là, vous en avez des centaines de kiosques et ils vont tous se faire compétition puis les prix vont se mettre à diminuer. L'homogénéité, donc, plus il y a d'acheteurs, plus il y a de compétition. La similarité, évidemment, si on prend par exemple des bouteilles d'eau, mettons de l'eau, je ne sais pas, on va dire SK versus Natrel, je ne sais pas s'ils font de l'eau, bien, une bouteille d'eau, ça reste une bouteille d'eau. Hein, donc, c'est très, très, très similaire, ce qui fait en sorte que le produit vient qu'à... Donc, il vient qu'à y avoir une compétition, donc, compétition par le produit. Donc, l'idée, c'est penser un peu à une étagère de magasin. Si votre produit est très, très, très proche de la concurrence, plutôt d'un autre produit, ben, les deux vont venir à être en concurrence. Ça va devenir ce qu'on appelle des substituts. Donc, plus il y a de substituts disponibles, plus la compétition, la concurrence sera forte. Autre élément aussi, ce qu'on appelle les barrières naturelles. Les barrières naturelles, c'est quoi? Ben, il y en a plusieurs types. Ça peut être, par exemple, barrière naturelle ou non naturelle à l'entrée. Ça peut être, par exemple, que prenons deux entreprises, disons une station d'essence, qui sont normalement une à côté de l'autre. Il va y avoir une très forte compétition versus que si elles sont séparées, par exemple, par une montagne. Bien là, si sont dans deux marchés distincts, donc là, on parle d'une barrière géographique, eh bien, plus il y a de barrières, donc, quand on parle de barrière, là, c'est la possibilité pour une entreprise d'entrer sur le marché. Donc, d'entrer sur le marché, donc de venir compétitionner. Évidemment, si géographiquement c'est difficile de s'implanter dans un secteur, il va y avoir moins de compétition. Aussi, si on possède un brevet, une technologie supérieure, ben, il va y avoir, pour une entreprise, il va y avoir moins de compétition aussi. Ensuite, il va exister ce qu'on appelle des barrières légales, comme au Québec, par exemple, le cannabis, la production, même la distribution est réglementée. On ne peut pas arriver sur le marché et décider de vendre. Ben oui, vous pouvez, mais vous allez vous faire arrêter. Donc, plus c'est compliqué, dans le fond, en résumé, plus c'est compliqué de se lancer en affaires, moins il y a de compétition. Donc, voici un petit résumé. On va faire une petite échelle ici. Ça, c'est 0 compétition. Ça, c'est 100% compétition, donc full compétitif. On va voir 4 modèles. Le modèle A, dans le fond, 4 structures de marché, C et D. Concurrence pure et parfaite. Puis ça, c'est des critères, des caractéristiques. Concurrence pure et parfaite, il y a une quantité infinie, on suppose, de consommateurs. Une suppose infinie aussi de vendeurs, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup. Barrière à l'entrée, il n'y en a pas. Absolument aucune. Vous pouvez vous lancer en affaires quand vous voulez. Et ici, les produits sont parfaitement identiques. Donc, c'est le maximum de la compétition que vous pouvez avoir. Ça va être le modèle qu'on va voir dans la prochaine section, de l'offre et de la demande. Offre et de la demande.
Et sur ce marché-là, on va dire, et ça, prenez ça en note, c'est très important, que les acheteurs et les vendeurs sont des preneurs. Oups, excusez. Ce sont des preneurs de prix. Donc, en anglais, c'est des price takers. Donc, des preneurs de prix, ce qui signifie qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas augmenter leur prix, ils ne peuvent pas les diminuer, parce que s'ils les diminuent, rappelez-vous, la compétition qui est très forte oblige les entreprises à réduire au minimum leurs coûts, réduire au minimum leur prix, ce qui signifie que s'ils vendent en bas du prix du marché, elles vont faire faillite. Si elles vendent au-dessus, plus personne ne va venir les acheter, donc elles vont faire faillite. Même chose du côté des acheteurs. Si un acheteur va acheter un prix plus élevé, ce qui ne fait aucun sens, s'il va acheter un prix moins élevé, bien, il ne va trouver aucune entreprise disponible. Simplement en raison du fait que l'entreprise ne peut pas baisser son prix, sinon elle fait faillite. La concurrence monopolistique, c'est la même chose. Infini aussi. Par contre, il y aura des barrières à l'entrée, ce qu'on appelle... ici, il n'y en aura aucune aussi, excusez-moi. Ici, les produits vont être différenciés. Puis quand on parle de différencier, on fait référence au marketing. Donc ici, c'est le modèle le plus réaliste, je vous dirais. Typiquement, ici, c'est rare qu'on voit cette situation-là. Ça, c'est mon commentaire, là. Je vais juste changer la couleur. Donc, différencier, ça veut dire, par exemple, une pizzeria va pouvoir, deux pizzerias, une en face de l'autre, une va pouvoir être spécialisée dans les pizzerias VG, dans les pizzas plutôt VG, puis l'autre, c'est pizza carnivore, tu sais, pour emmerder l'autre en face, là. Donc, des pizzas carnivores. Donc, il y a une très grande quantité d'acheteurs, quantité de vendeurs, il n'y a pas de barrière à l'entrée non plus, en tout cas pas d'importante. Et ici, la seule distinction qu'il y a entre les deux, c'est cet aspect-là. Donc, les biens et services vont être différents. Ça, notez ça, c'est sûrement et certainement une question qui va être à l'examen. Oligopole, ici, c'est qu'il va y avoir plus d'une entreprise. Donc, excusez, voyons. Dans le fond, il va y avoir une petite quantité d'entreprises. Donc, de 2 à peut-être une dizaine, une vingtaine, pas beaucoup. Excusez, ça c'est pour les entreprises. Là, je vais juste effacer, je viens de m'apercevoir de la petite erreur, ce qui va me permettre aussi de nettoyer un peu. Donc, oligopole, ça signifie petit nombre d'entreprises. Donc, ici, il y a un petit nombre, quelques acteurs. Par exemple, que je vous dirais, le secteur des télécommunications, on a Bell, on a Vidéotron, je pense qu'on a Shawn aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché des télécommunications. Beaucoup d'acheteurs, par contre, on va dire qu'il y en a infini ou beaucoup. Les barrières à l'entrée, oui, elles existent, donc oui, puis elles sont importantes. Puis oui, les produits peuvent, ici, ça n'a pas d'importance, ils peuvent être oui différenciés ou non. Donc, ici, la différence par rapport aux deux autres, la principale, c'est celle-ci. Un petit nombre, ce qui fait en sorte que le marché va être dominé par quelques grandes entreprises qui, elles, vont avoir un pouvoir. Donc, elles ont un pouvoir sur le prix. Donc, elles vont pouvoir jouer d'une certaine manière sur le prix. Le monopole, mono signifie une seule entreprise. Nombre d'acheteurs qui est également très grand. Barrière à l'entrée imposante, voire importante, qu'elle soit légale ou non, dans le sens que est-ce que c'est le gouvernement ou non qui l'a donné. Et homogénéité du produit. Ici, généralement, le produit, ici, oui et non. Ils peuvent être différenciés ou non. Ça dépend du comportement de l'entreprise. Là, je pense que... Ouais. Donc, petit élément que je voulais rajouter. On parle de concurrence, mais il ne faut pas oublier aussi que ici, donc, compétition à 100%, compétition à 0%. Ici, le prix va être élevé. Pourquoi il va être élevé? Parce qu'il y a juste une entreprise, il n'y a pas de concurrence, donc elle peut augmenter son prix. Et ici, elle va être un price taker, ce qui signifie qu'elle n'a aucun pouvoir sur les prix en raison de la compétition. Donc, vous voyez ici le degré de concurrence. Mais les économistes ont développé des outils qui permettent de mesurer le degré de concurrence qui existe dans un marché. Donc, voilà pour ce qu'il y en est. Moi, je vous invite à reviser ce tableau.